Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue au CUM. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Pierre-Louis Lancel, qui est historien et qui est l'auteur d'une très belle biographie sur le duc de Maine. Donc, d'ailleurs, vous pourrez vous procurer son livre à la sortie de la conférence ou le faire dédicacer. C'est un historien qui est évidemment érudit, qui est passionné et qui va nous parler donc d'un personnage qui est peut-être un petit peu méconnu, quoique je sais qu'il y a quand même des spécialistes dans la salle, mais qui méritait justement qu'on pose un peu plus de lumière sur lui. Au nom de Christian Estrosi, le maire de Nice, je vous souhaite une très bonne conférence et je vous souhaite la bienvenue à Pierre-Louis Lancel. Merci. Donc Karine l'a dit, je vais vous parler d'un inconnu, de quelqu'un, on ne sait pas trop qui c'est. Parfois on a un petit peu entendu son nom, parfois on a vaguement entrevu son visage, et là je me suis arrangé pour que vous fassiez mieux que l'entrevoir, parce qu'il a vécu dans l'entourage de gens qu'on connaît tous, très importants, des grands noms du grand siècle. Alors déjà ça pose un petit peu du marbre sur le sol. Bien sûr Louis XIV, qui est son père, et autour de ça, Madame de Montespan, Madame de Maintenon, Colbert, Racine, toutes ces personnes, le duc du Maine les a très bien connues. Il les a très bien connues et il mériterait en fait qu'on s'intéresse aussi à lui, parce que sa vie, c'est un roman vrai. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à étudier le sujet, j'ai souvent été abasourdi par le nombre de retournements, par les rebondissements, par les enjeux de l'ordre du sensible, des choses vraiment très très intéressantes. Et je suis même très étonné qu'aucun romancier n'ait écrit un livre à partir de sa vie. Et je suis encore plus étonné qu'aucun biographe, qu'aucun historien, sauf un historien irlandais du milieu du XXe siècle, c'est assez improbable, ait écrit une biographie sur lui. Donc ça m'a laissé ma chance, moi, de tenter l'exercice. Donc le duc du Maine, on le connaît un peu toujours dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Pour ceux qui connaissent un petit peu le grand siècle ou qui ont lu L'Allée du roi de Françoise Chandernagor ou qui ont vu le téléfilm, l'excellent téléfilm qui avait été fait par France 2 il y a quelques années, on le voit comme un enfant à la main de Madame de Maintenon. On le voit comme un garçon tiraillé entre Madame de Maintenon, qui est sa gouvernante, et sa vraie mère, Madame de Montespan. On le voit dans l'entourage de son père, on ne sait pas trop ce qu'il y fait, mais on le voit souvent un petit peu autour. Et quant au duc du Maine âgé, on ne sait même pas où il est, on ne sait pas du tout ce qu'il est devenu. Or, tout ça, c'est très intéressant parce que c'est un vrai itinéraire historique. C'est quelqu'un qui a été secoué par les circonstances, et vous allez voir à quel point. Quand on retient quelque chose du duc du Maine, dans justement les biographies de tous ces grands personnages que j'ai évoqués, il est souvent résumé en quelques phrases. Et en gros, on nous explique que soit c'était un horrible ambitieux, soit c'était un faible, soit c'était un lâche, ou alors carrément un homme terne et sans grand intérêt. Et vous allez voir à quel point il a peu d'intérêt. Moi, ça m'a suffi pour 3 ans pour m'occuper très largement, parce que je crois que c'est une des vies les plus intéressantes du grand siècle. Et Dieu sait si, pendant le grand siècle, il y a eu des parcours absolument fascinants dans cette France-là qui était un peu à la tête de l'Europe et qui avait une aura culturelle absolument extraordinaire. Donc si vous voulez, on peut commencer par justement quelque chose qui pourrait être une scène de roman, qui est encore une fois tout à fait vrai. Nous sommes donc le 31 mars 1670 au château de Saint-Germain. C'est la nuit. Et dans une chambre un petit peu à l'écart, une chambre qu'il faut imaginer très belle, avec de belles couleurs, de belles tentures, des meubles absolument superbes, mais une chambre vraiment à l'écart, qu'on a tenu à ne pas, qu'aucun courtisan puisse la trouver sur sa route. Dans cette chambre fermée, il y a une femme, une très belle femme, de 29 ans. Elle est blonde, elle a des yeux bleus azur, nous dit la chronique. Elle est vraiment très très belle. Et bon, là, elle est peut-être un petit peu moins belle parce que la pauvre, elle est en train d'accoucher et elle souffre beaucoup. Tout d'un coup, minuit sonne, un enfant naît. C'est notre Louis-Auguste, c'est donc le futur duc du Maine. Pourquoi on est à l'écart? Pourquoi on s'est arrangé pour que pas grand monde ne soit présent? Parce que cette dame, Madame de Montespan,
est mariée avec Monsieur de Montespan. Et le problème, c'est que quand une femme est mariée et qu'elle a un enfant, la loi, à l'époque, dit si une femme mariée a un enfant, c'est l'enfant du mari. Or, évidemment, ce n'est pas l'enfant du mari, c'est l'enfant du roi lui-même. Et cette loi, elle s'applique même au roi. C'est-à-dire que même le roi pourrait se faire prendre son enfant par le mari légitime de Madame de Montespan. Donc, on a fait en sorte que tout soit caché. Donc, il faut faire très, très vite. Et c'est en ça aussi qu'on voit tout de suite un petit peu les difficultés auxquelles le duc du Maine va être confronté, puisqu'il y a cette naissance clandestine. Donc, immédiatement, l'enfant, on l'emmaillote. On ne prend même pas trop le temps de s'en occuper. On l'emmaillote, on le met entre les mains d'un courtisan ami de Louis XIV, qui le met sous son manteau. Hop, il sort de la pièce, il court, il traverse tout le parc de Saint-Germain. Donc on est en pleine nuit, il n'y a personne, il n'y a pas un chat, mais il ne faut pas croiser qui que ce soit, et surtout, il ne faut pas que cet enfant pleure. Et heureusement, il ne pleure pas. Et enfin, au bout du parc, ce courtisan avec le bébé sous son manteau arrive face à une autre femme qui est un petit peu plus âgée que Madame de Montespan, qui a de beaux restes de beauté, on va dire, qui est une femme brune, aux yeux pénétrants, très intelligents. Et cette femme, elle s'appelle Madame Scarron. Madame Scarron, c'est la veuve d'un poète. C'est la veuve d'un poète qui s'appelle donc Paul Scarron, qui est mort quelques années avant. Et cette femme, disons-le, elle n'est pas très riche, sa naissance est assez moyenne, et elle est là un peu pour rendre service. Donc c'est elle qui va s'occuper de ce bébé. Elle le prend en main, elle monte dans une voiture, et hop, on file loin de Saint-Germain le plus vite possible pour que personne ne voie ce qui s'est passé. Et cette femme va rentrer dans une nouvelle phase de sa vie, puisque maintenant, elle s'occupe des bâtards royaux. Parce que des bâtards, il y en a plusieurs. Le duc du Maine, donc le petit Louis-Auguste, est le deuxième, mais derrière, elle va s'en occuper encore d'un autre, puis d'un autre. Donc ça va bien l'occuper, cette dame. Et comme on est dans une affaire clandestine, il faut absolument que personne ne soit au courant. Or, Madame Scarron, c'est pas tout à fait n'importe qui à Paris. Je l'ai dit, elle a un regard intelligent, mais il n'y a pas que le regard qui est intelligent. C'est une femme absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle a une culture littéraire absolument formidable. Elle sait mener la conversation comme on savait la mener dans les élites du XVIIe siècle, c'est-à-dire avec le plus beau français qu'on puisse imaginer. Ses amis, c'est Madame de Sévigné, c'est tout un tas de personnes comme ça, de grands personnages qui écrivent, qui sont absolument formidables. Et donc, Madame Scarron commence à avoir une double vie. Mais une double vie qui est en fait assez honorable. C'est-à-dire que le jour, elle va voir ses amis, et la nuit, elle s'occupe des enfants. Et il faut qu'elle jongle avec tout ça, et c'est un petit peu compliqué. De temps en temps, les enfants sont malades, donc elle s'absente, ses amis ne comprennent pas. Tout ça est très très compliqué. Malgré tout, elle trouve dans les lieux où elle s'occupe des enfants, parce qu'il va y avoir plusieurs lieux, parce qu'il faut déménager souvent aussi pour que le secret ne soit pas trop su, pour les raisons juridiques que j'ai évoquées tout à l'heure. Puis elle sait, elle, qu'elle s'occupe des enfants du roi, elle sait que c'est une très très grande responsabilité, et donc il faut vraiment, aucun faux pas n'est possible. Donc on va finir par l'installer dans une belle maison, on appellerait ça aujourd'hui une maison bourgeoise, qui est un petit peu à la périphérie de Paris, entre Paris et, à l'époque c'était un village Vaugirard. Et dans cette maison, elle va s'occuper de toute cette petite marmaille, et avec des domestiques, bien sûr. On a fait en sorte que les enfants, ce sont quand même des princes, ils sont bâtards, mais ils sont princes, et on a fait en sorte que ça se passe bien. Et assez vite, Madame Scarron, qui en fait a un goût très, très... Comment dire ? Elle a un vrai penchant pour l'éducation. Et son truc à elle, c'est d'essayer d'élever le mieux possible les enfants. Alors, évidemment, on est au XVIIe siècle, on est dans des cercles tout à fait comme il faut. Donc, il s'agit, bien sûr, de parler très bien français. Il s'agit d'apprendre très vite des vers, pourquoi pas de Monsieur de La Fontaine, des choses comme ça. On répète des mots de Bossuet. Enfin, voilà, c'est ce genre-là. Et il y a aussi une éducation chrétienne, très importante pour Madame Scarron. C'est très important que tous ces petits-enfants-là deviennent de bons chrétiens. Et
elle-même, elle se prend un petit peu au jeu à force d'être avec ses enfants, et petit à petit, l'aîné meurt, mais le petit Louis-Auguste, qui devient donc l'aîné de fait, elle a un goût particulier pour lui. Et il faut dire que cet enfant est adorable. Il est tout simplement adorable. Je vais vous montrer une image, je ne suis pas sûr qu'il soit adorable d'ailleurs sur cette image, mais donc on voit ici, là, que j'entoure donc Madame Scarron, qui va devenir Madame de Maintenon, et là, le petit blond, un petit peu joufflu, on aimait les enfants joufflus à cette époque-là parce qu'on considérait qu'un enfant joufflu était un enfant qui allait bien et qui allait survivre. Donc, c'est assez terrible et c'est assez cynique, mais ça voulait dire qu'on pouvait s'y attacher plus facilement. Et dans ses bras, donc c'est un petit frère, dont je ne vais pas trop parler parce qu'il va bientôt mourir. Désolé, hein, tout ça est assez factuel, mais c'est comme ça. Donc, elle va s'attacher énormément à ce petit enfant blond qu'on voit ici, et elle va presque même nourrir un lien maternel. Elle sait quelque part que c'est un petit peu franchir une limite, qu'elle n'est pas la vraie mère, mais voilà, le quotidien fait qu'elle l'apprécie. D'autant plus que cet enfant se révèle très très vite assez brillant. Vous savez, les petits-enfants un peu prodiges, qui sont pétillants, qui ont toujours le petit mot qui fait rire tout le monde. Enfin voilà, le petit duc du Maine, il va bientôt devenir duc du Maine, c'est un enfant comme ça. Et tous ceux qui vont le croiser nous le disent. Vraiment, quand il est enfant, il est absolument délicieux. Mais il a un problème, cet enfant, et c'est peut-être aussi ce qui va faire que Madame Scarron va s'y intéresser encore plus et va s'y attacher particulièrement, c'est qu'il n'arrive pas à marcher. Il a probablement eu des crises d'épilepsie quand il était enfant, qui font que ce pauvre petit ne tient pas sur ses jambes. Alors, évidemment, Madame Scarron est folle de douleur. Elle en parle à sa mère, qu'elle va voir de temps en temps à la cour. Elle en parle aussi à Louis XIV, qu'elle commence un petit peu à croiser, même si Louis XIV, au début, l'aime pas trop, parce qu'il trouve que c'est une femme un peu trop intelligente, un peu trop intimidante. Elle a fréquenté en plus tous ces cercles littéraires parisiens dont le pouvoir se méfie un peu. Vous savez, ce qui se passe dans les salons, ce qui se dit, les mots railleurs, les mots d'esprit, tout ça. Le roi n'est pas un grand fan. Donc voilà, au début, il se méfie un petit peu de cette femme trop intelligente, et petit à petit, il constate qu'elle sait aimer. Et il dit d'ailleurs, un jour, comme elle sait aimer, il y aurait du plaisir à être aimé d'elle. C'est-à-dire qu'il se rend compte que ce lien avec ses enfants, et particulièrement avec le petit Louis-Auguste, ont quelque chose d'authentique. Et s'il y a une chose qui manque à la cour de France, c'est l'authenticité. Donc, Madame Scarron vient avec ce petit qui est donc incapable de marcher, et on organise un voyage pour essayer de l'aider. Et c'est ainsi que Madame Scarron part pour Anvers, et à Anvers, elle va voir un rebouteux, une espèce de... Je ne peux pas dire le mot médecin, c'est pas possible, mais quelqu'un dont on dit qu'il peut aider des enfants comme ça qui ont des difficultés. En fait, ce à quoi on va exposer l'enfant, c'est une véritable séance de torture. On lui tire sur les jambes, c'est absolument atroce. Il faut imaginer Madame Scarron qui supporte la vue de tout ça. Il faut imaginer aussi cet enfant qui souffre terriblement. La chronique racontera qu'il en sort avec une jambe plus longue que l'autre. Enfin, c'est dire à quel point on a tiré. Oui, c'est assez terrible. Mais donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas. L'enfant ne marche toujours pas. En revanche, il y a une très bonne nouvelle, c'est que Louis XIV a fini par trouver la parade pour que ses enfants légitimés puissent paraître à la cour, ses enfants illégitimes, pardon, puissent paraître à la cour, c'est justement de les légitimer. Et donc en 1673, donc, le petit Louis-Auguste, qui devient là le duc du Maine, a 3 ans, et à 3 ans, le roi dit que ces 3 enfants, 3 frères et sœurs, sont bien ses enfants. En revanche, pour que le marquis de Montespan ne puisse rien faire, le nom de la mère est tout simplement Tu. C'est-à-dire que ce sont des enfants sans mère, officiellement. Alors bien sûr, c'est un secret de polichinelle, toute la cour a parfaitement compris, mais voilà, ça fait vraiment que maintenant il peut paraître à la cour, et il faut imaginer le changement. On passe d'une petite maison bourgeoise, clandestine, où tout était organisé autour des enfants, au tourbillon de la cour, où Madame de Montespan, évidemment, prend plaisir à montrer ses enfants
qu'elle a eue avec le roi, ce qui est quand même pas mal, et parce que ça assoit son statut, qui évidemment, le statut de favorite, c'est toujours un petit peu délicat, puisqu'il y a une reine. Donc, ces enfants paraissent, et ces enfants sont regardés en permanence, parce qu'à la cour, il y a aussi une autre chose qu'on ne dit pas assez souvent, c'est qu'on s'y ennuie, mais terriblement. La cour, les journées sont interminables. Alors évidemment, l'irruption comme ça de petits-enfants qui sont charmants, notamment le petit duc du Maine, qui a 2 petits mots d'esprit de temps en temps qui plaisent bien, ça marche très très fort. Et il faut imaginer aussi, dans le sens inverse, pour le petit duc du Maine, ça veut dire que dès ses 3 ans, il se retrouve observé en permanence. Observé en permanence alors qu'il sait, il a commencé à comprendre, qu'il est un bâtard, statut très compliqué, on va y revenir, et par ailleurs, qu'il est incapable de marcher et qu'il en tire une certaine humiliation. Pour lui, c'est très très dur. Autre problème, Madame Scarron, qui devient très bientôt Madame de Maintenon, avait l'habitude d'avoir la main sur les enfants. C'est elle qui prenait les décisions, et des décisions globalement assez sages. Elle a beaucoup d'entendement, etc. Madame de Montespan, c'est un peu différent. Certains auteurs sont allés jusqu'à dire qu'elle n'aimait pas vraiment ses enfants. Ça, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Elle aimait ses enfants. Par contre, elle les entraînait dans sa vie. Et la vie de Madame de Montespan à l'époque, c'était d'être toujours entourée, c'était un vrai tourbillon. Et ça, Madame Scarron ne le supporte pas trop. Et très très vite, il va y avoir des grandes tensions et même des disputes entre la favorite du roi, donc on est quand même très très haut, et Madame de Maintenon, qui n'est qu'une domestique, quoi qu'on en dise. Donc les tensions sont très fortes, on se dispute, on a des lettres très précises de Madame de Maintenon qui écrit à son confesseur en disant « J'en peux plus, je vais partir, c'est insupportable ». Bon, elle part pas, hein, parce qu'elle a compris aussi qu'être dans l'entourage du roi, c'est pas si mal, et que ça peut ouvrir des perspectives. Mais bon, l'agacement est réel, et le roi, de plus en plus, au début, il a un petit peu fait comprendre par des intermédiaires à Madame de Maintenon qu'il fallait qu'elle se calme, qu'elle n'était qu'une domestique et qu'elle était bien gentille, mais déjà Madame de Montespan était très aimable de l'accepter dans son entourage et de lui avoir confié ses enfants. Et petit à petit, on voit que le roi commence à se dire « mais au fond, qui a raison ?» Et il se rend compte que dans les débats qu'il y a autour de la santé des enfants, autour de leur quotidien, etc., que très souvent, c'est sans doute Madame de Maintenon qui a raison. Et petit à petit, il va se mettre à arbitrer, parfois en faveur de Madame de Maintenon, ce qui est une espèce de retournement qui va faire en sorte aussi que Madame de Maintenon va être plus motivée que jamais pour rester, en réalité. D'ailleurs, le roi va lui offrir le château de Madame de Maintenon, le titre qui va avec. Bref, elle est vraiment lancée à la cour, elle est un personnage, tout en étant toujours sous la dépendance de Madame de Montespan. Donc on voit cette situation un petit peu compliquée. Or, il y a toujours ce problème de petit prince tellement charmant qui ne marche pas. Et là, vraiment, tout le monde autour de lui pense qu'il faut faire quelque chose. Et donc, on organise un grand voyage. On l'envoie en cure dans les Pyrénées, dans une petite station thermale qui s'appelle Barèges. Alors, il ne faut pas du tout imaginer ça comme les stations thermales d'aujourd'hui. Barèges, c'est en gros quelques cabanes, des bains où ça sent le soufre de manière atroce. Il y a l'eau, vraiment, on n'a pas envie du tout de se mettre dedans. Il y a des systèmes de douche qui sont organisés, qui font très mal. On nous envoie des jets brûlants sur le corps. Enfin, c'est vraiment pas très agréable. Mais bon, on envoie le petit prince. Il faut aussi imaginer que partir pour les Pyrénées à l'époque, c'est un peu aujourd'hui comme aller en Nouvelle-Zélande. C'est un voyage très très compliqué. C'est même plus qu'aller en Nouvelle-Zélande aujourd'hui. Aujourd'hui, on a du mal à imaginer. Donc voilà. Mais il va donc à Barèges, on lui fait prendre ses douches, on essaye de faire en sorte de renforcer ses jambes. Une des techniques d'ailleurs, d'après un peu la légende locale pyrénéenne, c'est qu'on s'est dit qu'on allait donner à cet enfant un chien qu'on appelle un montagne des Pyrénées. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un grand chien blanc avec des longs poils. Et donc, on accroche le petit au chien, et les chiens ont cette qualité merveilleuse d'avoir une patience d'or, en particulier avec les enfants. Et donc, le chien avance doucement et le petit à petit, se renforce les jambes. Et c'est ainsi qu'à la fin de l'été, il sait marcher. Pas très vaillamment, en boitant et en traînant sa jambe, voilà, il ne marchera jamais correctement,
mais il est capable de marcher tout seul. Et ça change énormément de choses. Et Madame de Maintenon, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, je ne vais pas dire au roi à quel point il y a eu des progrès, je vais lui faire une surprise. Et donc, elle arrive à la cour, et ça c'est Madame de Sévigné qui nous le raconte dans une lettre magnifique telle qu'elle savait les écrire. Un jour avant l'arrivée prévue du petit prince, Madame de Maintenon tout d'un coup arrive avec lui, elle le tient par la main, elle le laisse avancer devant le roi, et le petit marche. Et là, à la cour, tout le monde voit à quel point le roi est ravi pour son fils, que vraiment c'est extraordinaire ce qui s'est passé, et surtout tout le monde à la cour se dit cette Madame de Maintenon, elle fait encore des progrès dans l'estime du roi, dans l'esprit du roi, et pourquoi pas un jour dans son cœur. On est peut-être un petit peu tôt, mais le doute peut commencer à se distiller dans des esprits qui, évidemment, sont à l'affût sur ce genre de sujet. Donc, parce que le duc du Maine, donc vous voyez à travers ça, ce que je veux vous montrer, c'est que dans la relation qui s'établit entre Madame de Maintenon et Louis XIV, le duc du Maine a une place extrêmement importante. C'est vraiment le ferment qui va faire que ces deux personnages vont se rapprocher, et ça va aller jusqu'au mariage morganatique. Donc là j'avance un petit peu dans le temps, mais Louis XIV, à l'époque on disait le plus grand roi du monde, va épouser la veuve du poète paralytique Scarron. On est quand même dans un truc, moi je ne connais pas de destin plus incroyable dans l'histoire de France que celui de Madame de Maintenon, il y en a peu. Donc voilà, et le duc du Maine est un petit peu le ferment de tout ça. Le problème, c'est que le duc du Maine reste un bâtard. Et là, il faut que je fasse un petit point rapide là-dessus, parce que être un bâtard, ça veut dire, certes, il est fils du roi. On ne peut pas rêver plus grande naissance que ça. On est quand même à une époque où ce qui compte avant tout pour avoir une place dans la société, c'est la naissance. Voilà, ça changera un petit peu à partir de la fin du siècle suivant, mais à cette époque-là, c'est assez radical, il y a peu d'exceptions possibles. La difficulté, c'est donc, il est certes fils du roi, mais il est bâtard, et en plus, il est issu d'un double adultère. Ça veut dire que vraiment, il est considéré comme le produit du péché le plus horrible aux yeux de tout le monde. C'est vraiment très très mal vu, surtout à une époque où la noblesse est en crise. On se représente souvent Versailles comme étant l'apogée du système nobiliaire, avec une aristocratie triomphante, etc. C'est un peu une fausse image. À cette époque-là, l'aristocratie est déjà très très en crise. Et elle est tellement en crise qu'elle se met, comme souvent dans ces cas-là, on reconnaît les crises à une chose simple, c'est, vous savez, le phénomène de la citadelle assiégée. Puisqu'on est en crise, on ferme toutes les portes et on essaie de faire en sorte que plus personne ne rentre et on tire sur tout ce qui est autour. C'est un peu ça, je caricature un petit peu avec cette métaphore, mais c'est un petit peu ça. Et les bâtards, de ce point de vue-là, sont considérés comme des gens qui ne doivent pas être nobles par toute une partie de la cour. Et notamment quelqu'un, si vous connaissez un petit peu l'époque de Louis XIV, quelqu'un qui a beaucoup écrit, qui est un de nos plus grands historiens, un de nos plus grands écrivains, pas forcément un très grand historien, mais un très grand écrivain qui s'appelle le duc de Saint-Simon. Et le duc de Saint-Simon, je vous conseille la lecture parce que c'est savoureux, il n'y a pas plus savoureux. Pour le duc de Saint-Simon, le duc du Maine, ça devient l'homme à abattre. Pour lui, c'est insupportable qu'on donne une telle place à un bâtard. Parce que le roi, pour faire en sorte que son fils soit vraiment reconnu comme un prince qu'il n'est pas vraiment, le roi fait vraiment en sorte de lui donner tous les attributs des princes. Il se dit, cet enfant est valeureux, cet enfant est plein d'esprit, il est intelligent, il est prometteur, il ira loin si on lui donne sa chance, et il l'aime, tout simplement. C'est le côté un peu sensible de Louis XIV que je vous présente aujourd'hui, qui n'est pas toujours assez représenté, alors que Louis XIV, par exemple, c'est pas très connu aussi, mais c'est quelqu'un qui pleure tout le temps. Il pleure tout le temps. À chaque fois qu'il y a une scène un tout petit peu émouvante, il est en larmes. À chaque fois, on nous le raconte. Bref, tout ça pour dire qu'il est vraiment capable de sentiments. C'est pas cet homme dur qu'on nous décrit parfois. Il peut être dur, mais c'est pas en tout cas toujours l'homme dur qu'on nous présente. Et donc, il va donner à ce fils des fiefs, des charges, des honneurs. Je vous fais une petite liste rapide qui n'est pas exhaustive. À même pas 4 ans,
le duc du Maine devient colonel général des Suisses et Grisons. Ça veut dire qu'on lui confie les gardes suisses, en gros. Donc c'est quand même une place très stratégique. Il n'a pas 4 ans. À 12 ans, il est gouverneur du Languedoc. Le Languedoc, c'était une province très très riche à l'époque, qui rapportait beaucoup. Et surtout, il y avait sur les rangs énormément de princes. Quand le gouverneur du Languedoc est mort en 1682, vraiment, il y avait tout le monde sur les rangs. Tous les plus grands princes, je crois le propre frère du roi était sur les rangs, je veux le gouvernement du Languedoc, etc. Le roi a dit non, je donne ça au duc du Maine. Quand le duc du Maine a 16 ans, il fait partie, on l'accueille dans l'ordre du Saint-Esprit. L'ordre du Saint-Esprit, si vous voulez, c'est un peu une super légion d'honneur. Enfin voilà, le gamin a 16 ans. À 18 ans, on l'envoie à la guerre, parce que la noblesse est chargée de la guerre et est chargée du cadre de la guerre. Et il est très très important de le faire avancer très vite, puisque dans quel endroit le duc du Maine peut-il prouver qu'il est un vrai prince malgré sa bâtardise? C'est évidemment à la guerre. On pardonne aux gens qui remportent des grandes victoires. Et on pardonne même la bâtardise, ce qui pour l'époque est quand même sidérant. À 24 ans, il devient grand maître de l'artillerie. Et la même année, et là c'est un pas très important, on confirme l'existence d'un rang intermédiaire pour les princes légitimés. Rassurez-vous, je vais expliquer ce que c'est. En gros, donc, on est dans une société très très stratifiée, surtout dans la haute aristocratie. Et en gros, si vous voulez, on a le roi tout en haut. On a les fils de France juste en dessous, qui sont les enfants des rois. On a les petits-fils de France, petits-enfants des rois. Et ensuite, on a les princes du sang. Vous voyez, vraiment, on est sur des strates. Et chacun a un petit peu moins de privilèges. À chaque fois qu'on descend, on a un petit peu moins de privilèges, même si là, on est encore très très élevé au niveau des privilèges. Et les princes du sang, ce sont tous les descendants masculins de Saint-Louis, mais par mariage canoniquement valide. Voilà, donc évidemment, le duc du Maine ne remplit pas la dernière condition. Et le roi, Louis XIV, décide qu'en dessous, juste en dessous des princes du sang, il va créer un rang intermédiaire, qu'on appellera le rang des princes légitimés, qui du coup se retrouve au-dessus de tous les ducs et pairs du royaume, c'est-à-dire de toutes les grandes familles du royaume. Alors là, notre ami Saint-Simon, je ne sais pas si vous imaginez, quand il apprend ça, ce qu'il ressent, toute sa vie, il va se dire, on a placé des petits bâtards au-dessus de moi, alors que je suis tellement grand, que ma naissance est tellement extraordinaire. Et vraiment, c'est-à-dire que Saint-Simon, c'est quelqu'un, j'ai dit, qui écrit très très bien. Il n'écrit pas avec de l'encre, il écrit avec du fiel. Et sans arrêt, les portraits du duc du Maine vont être marqués par ça, et ça va être sans arrêt, en gros résumé, et on dit beaucoup mieux que ce que je peux dire, ce petit bâtard est un usurpateur, et je le ferai tomber un jour. Et vous verrez, il aura sa vengeance. Ça c'est pour un petit peu... Parce que pour l'instant, tout va bien. Il est en train de monter très haut, notre Louis-Auguste. Donc là, je vous le montre, enfant avec sa mère. Là, c'est Madame de Montespan. Et là, en rouge, c'est le duc du Maine, avec un joli panache rouge. Voilà. Et là, c'est le duc du Maine un petit peu plus âgé, quand il a une vingtaine d'années. Parce que justement, on arrive au moment où il est adulte. Et là, il y a deux choses qui manquent au duc du Maine, deux choses seulement, mais qui sont très importantes. C'est d'une part un beau mariage, et d'autre part les succès militaires dont je parlais tout à l'heure. Et toute sa vie, en fait, il est inscrit dans une quête de légitimité. C'est ça le mot-clé dans sa vie, c'est vraiment le but ultime. C'est d'être accepté en tant que bâtard, d'être accepté en tant que, on dirait aujourd'hui, handicapé. Voilà, tout ça, c'est très très important pour lui. Donc, ça passe par un beau mariage, et le problème, c'est que le roi, là, il dit non. Louis XIV, il a fait des tas d'intrigues pour donner des fiefs, pour donner tous les honneurs dont j'ai parlé, etc. Il dit, le mariage, c'est pas possible. Le mariage, ça pose des problèmes. Parce que qui dit mariage, dit enfant, dit lignée de princes légitimés, il y en a déjà quelques-unes, on ne sait pas trop quoi faire avec. En gros, c'est une fin de non-recevoir. Sauf que
il l'aime quand même, ce duc du Maine. Et le duc du Maine, lui, il veut se marier, parce qu'il a été élevé par Madame de Maintenon, donc il a été élevé selon des principes chrétiens. Et pour lui, une sexualité en dehors du mariage n'est sans doute pas très envisageable. Or, il a 20 ans, et c'est sans doute voilà, ça correspond à une forme de besoin. Et surtout, il a une avocate. Il a une avocate qui est évidemment Madame de Maintenon, qui est maintenant l'épouse de Louis XIV. Et Madame de Maintenon, on n'a pas de preuves, mais on peut supposer qu'elle sait tanner le roi encore et encore en disant « bon, il faut le marier, le petit ». Donc ça finit par marcher. Ça finit par marcher un peu tard. On est en 1692. Notre petit prince a donc 22 ans. Et c'est pas un si mauvais parti. C'est pas un si mauvais parti parce qu'il a la faveur du roi. Et à l'époque, la faveur du roi, c'est très important. Une famille qui donnerait une de ses filles au duc du Maine serait une famille établie à la cour. Même très, très proche du roi de manière naturelle. Et donc, il y a beaucoup de gens sur les rangs. Et on va finir par choisir 3 petites filles du Grand Condé. Le Grand Condé, vous savez, c'est ce grand maréchal, ce grand militaire, ce grand prince qui a vraiment marqué le XVIIe siècle avec des très, très grandes victoires. Donc, on est donc dans la famille de Condé, ce sont des cousins, tout simplement des Bourbons. Et le Grand Condé a 3 petites filles à marier. Il y a un petit souci, c'est qu'elles sont toutes naines. On les appelle les poupées du sang. Le duc du Maine a une sœur qui s'appelle Madame la Duchesse et qui est un petit peu méchante, je crois qu'on peut dire les choses, et qui, quand elle parle d'elle, les appelle sans arrêt avec mépris les poupées du sang. Voilà, bon, c'est un peu l'ambiance à la cour, hein, c'est un peu toujours comme ça, et le duc du Maine n'a pas été le dernier à se ramasser quelques petits colibets dans le genre. Et comme le duc du Maine est quand même un jeune homme assez beau, bien de sa personne, intelligent, prometteur, on lui dit « Bon, très bien, tu peux choisir entre les 3 ». Donc là aussi, on n'est pas vraiment dans la logique classique de l'Ancien Régime où l'aîné prime. Et le duc du Maine va étudier un petit peu la question, et là, plusieurs auteurs nous disent qu'il choisit tout simplement la moins naine des 3. Donc c'est la deuxième, la cadette, qui s'appelle Louise Bénédicte, qui est toute petite, qui est assez charmante d'ailleurs. Les auteurs nous disent en gros qu'elle a la taille d'un enfant de 10 à 12 ans. Mais par ailleurs, il ne faut pas croire qu'elle ait la mentalité d'un enfant de 10 à 12 ans. Pas du tout. Dans ce petit corps, il y a un énorme caractère. Et quand je dis un énorme caractère, c'est une véritable tornade. La tornade, elle ne s'est pas encore vraiment levée dans l'atmosphère de la cour, mais ça ne va pas tarder. Pour l'instant, vous savez, il y a encore le corset de l'enfance, de l'éducation, qui fait que, bon, ça ne s'est pas encore trop déclaré. Mais bon, le mariage a lieu, très bien. Là, il y en a une qui est très contente, c'est la belle-sœur du roi, donc il faut que je vous parle très rapidement, qui est donc la femme de Monsieur Frère du Roi, donc Madame, tout simplement, on l'appelait Madame à la cour, qui est Madame Palatine. Elle, peut-être que vous la connaissez parce qu'elle est très connue pour ses lettres, et elle écrivait des lettres pleines d'insultes. Et elle avait clairement, c'était une femme, on dirait aujourd'hui, hypersensible et très frustrée. Et ce cocktail-là, ça fait qu'il vaut mieux pas être son ennemi. Parce qu'elle n'a pas vraiment... Elle n'a pas des avis très nuancés, on va dire ça comme ça. Les gens qu'elle aime, elle les aime. Les gens qu'elle déteste, elle les déteste et elle les détestera toujours. C'est comme ça que dans sa correspondance, Madame de Maintenon est sans arrêt appelée la conne, la pantocrate, le tas de merde, enfin, excusez-moi pour les mots fleuris, mais c'est noir sur blanc. Donc voilà, et j'en passe des pires. Donc voilà, et cette femme, elle avait très peur qu'on donne sa fille au duc du Maine. Et donc quand elle voit que le duc du Maine a épousé la naine des Condés, elle est ravie. Elle écrit une lettre où elle exulte, et pour elle, c'est le plus beau jour de sa vie, quasiment. Donc voilà, donc ce mariage a lieu, et d'une certaine façon, ça établit encore plus le duc du Maine à la cour. Maintenant, il est marié à une princesse du sang, donc c'est quand même très très bien. Et ça fait que dans la famille royale, il a plus d'alliés, des gens qui ont intérêt à ce qu'il ne chute pas. Donc ça peut laisser un espoir pour
après la mort du roi, puisque le roi, bien sûr, n'est pas éternel. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, il faut se concentrer sur l'armée. Il se concentre, le duc du Maine. C'est quelqu'un, en grandissant, vous savez, il devient... J'ai dit que sa femme était une tornade, qu'elle avait un caractère absolument extraordinaire, elle est très attachante, la duchesse du Maine. Elle est, là aussi, si vous me permettez, quelque chose de très moderne. Aujourd'hui, vous savez, il y a l'expression un peu attachante. C'est un peu ça. C'est-à-dire que elle est vraiment... Elle rentre dans une pièce, elle a beau faire son, je ne sais pas, quelque chose comme 1m45 ou que sais-je, dans ces eaux-là, elle rentre dans une pièce, on ne voit qu'elle. Elle parle fort, elle donne la parole, tout le monde est à genoux devant elle, etc. Le duc du Maine rentre à côté d'elle, on le respecte évidemment, c'est le fils du roi, on a de l'estime pour lui, beaucoup, il est très intelligent, il a beaucoup d'esprit, il sait manier une conversation comme personne, mais il est discret, il est sur la retenue. Et vous imaginez aussi là le cocktail, c'est un mot que j'aime bien aujourd'hui décidément, le cocktail que ça peut faire, un couple comme ça, le mariage de la carpe et du lapin, entre cette personne tonitruante et cette personne timide, toujours prudente, qui a toujours l'impression de gêner un peu, et de se dire que les gens qui le regardent lui font des sourires, mais derrière son dos se disent « c'est qu'un bâtard, c'est qu'une personne handicapée ». Et il a raison de le penser, parce que dans plusieurs lettres, évidemment, de courtisans de l'époque, ou dans plusieurs mémoires, on retrouve ces expressions. Donc il faut qu'ils réussissent à la guerre. Et le problème des gens consciencieux, c'est que ça ne fait pas forcément de très bons militaires. Il n'est pas mauvais du tout, c'est-à-dire qu'il répond aux ordres, il fait ce qu'on lui demande, s'il faut s'exposer, il s'expose, il prend des risques. Ce n'est pas un lâche, contrairement à ce que dira Madame de Maintenon, certainement pas, ce que dira Saint-Simon. C'est pas un lâche, mais il est trop obéissant. Et ça, un jour, ça va créer une catastrophe. On est en 1695, on est dans les plaines flamandes, des plaines à perte de vue, et là, l'ennemi paraît devant. Le duc du Maine est à la tête d'une armée, puisqu'on l'a déjà mis à la tête d'une armée alors qu'il n'a que 25 ans, mais peu importe. Il est à la tête d'une armée avec un maréchal qui le supervise, qui s'appelle le maréchal de Villeroy, et qui est une catastrophe. Le maréchal de Villeroy, c'est sans doute le plus mauvais maréchal de Louis XIV, mais c'est l'ami de Louis XIV, c'est un courtisan très doué. Vous savez, c'est le genre... Saint-Simon a des mots aussi terribles à son sujet. C'est le genre qui présente très bien, qui prend beaucoup soin de sa perruque, mais prendre soin de sa perruque, ce n'est pas une grande qualité sur un champ de bataille, et il prend sans arrêt des mauvaises décisions. Et en ce jour, je regarde l'heure parce que je sens que je suis bavard, en ce jour, il y a cette armée qui arrive, le duc du Maine, en grand résumé, dit « il faut qu'on aille attaquer tout de suite, c'est notre chance d'arrêter cette armée ». Villeroy dit que lui, il ne voit pas d'armée, qu'il n'y a pas de problème. Il y a un problème, c'est que l'armée s'en va, c'est que l'armée s'échappe. C'est qu'une ville très importante qui s'appelle Namur va tomber, et que ça, dans la guerre qui est en cours, c'est une très mauvaise nouvelle. Et quand le duc du Maine rentre à la cour, évidemment, tous ceux qu'il considère comme un bâtard qui ne mérite pas ses postes, comme un bâtard qui ne mérite pas l'estime du roi, tous ces gens-là lui tombent dessus. On chante sur lui, on se moque, on s'écrit des lettres, et voilà. Et évidemment, il y en a un qui n'est pas mécontent, c'est un cousin. C'est le fils de madame dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle, on va déjà l'appeler le duc d'Orléans, même s'il n'a pas encore ce titre, on s'en fiche. C'est le duc d'Orléans, qui est un jeune homme qui est un tout petit peu plus jeune que le duc du Maine, qui lui est donc petit-fils de France, donc il est très au-dessus dans la fameuse hiérarchie dont je parlais tout à l'heure. Et lui, il en a assez parce qu'il se sent méprisé par le roi, parce que lui, disons que c'est pas le prince sage comme peut l'être le duc du Maine, c'est quelqu'un qui... Le duc d'Orléans, c'est un coureur de jupons, c'est quelqu'un qui n'est pas très sérieux, qui aime se moquer, qui est très intelligent et très ambitieux. Et les gens ambitieux dans sa famille, Louis XIV, il aime pas trop, surtout quand ce sont des princes puissants. Louis XIV, il a grandi quand il était enfant, vous savez, c'était la fronde avec tous ces princes qui se rebellaient. Autrement dit, il aime les princes soumis et sages. Il aime le duc du Maine. Les princes qui sont pas trop, comme le duc d'Orléans, vraiment, il essaie de faire en sorte qu'ils ne montent pas trop vite, pas trop haut. Et donc, évidemment, quand le duc du Maine commet cette erreur, ou du moins qu'il ne parvient pas à ne pas respecter l'ordre du maréchal qui est mauvais,
derrière ça, c'est très compliqué pour sa réputation. Le roi va encore le mener de temps en temps sur les champs de bataille, mais ce ne sera jamais son truc. Et en 1701, il finit par lui dire « bon, on va arrêter là ». Et le duc du Maine va se contenter de ce qu'il sait faire et de ce qu'il sait bien faire. C'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était grand maître de l'artillerie, qui s'occupait de plusieurs régiments. Le roi lui en a encore donné un ou deux. Enfin voilà, il a beaucoup de choses dans son escarcelle. Et contrairement à des tas de princes qui estiment que bon, ce genre d'honneur qu'on reçoit, c'est juste pour l'honneur. Il ne s'agit pas forcément de mettre les mains dans le cambouis, si vous me passez l'expression. Le duc du Maine, non. Le duc du Maine, je l'ai dit, il a quelque chose à prouver, il a une légitimité à acquérir. Et donc, il se montre extrêmement sérieux dans les charges qu'il a. Il devient un grand maître de l'artillerie tout à fait compétent. Et le roi se rend compte de sa compétence et lui donne encore plus de responsabilités petit à petit. Et quand le duc du Maine a en gros la trentaine, il se retrouve vraiment à être un ministre, c'est beaucoup dire, mais un grand commis de l'État. Et en qui le roi a énormément confiance et le roi écoute ses avis et le roi surtout, le duc du Maine il n'est pas très à l'aise quand il y a beaucoup de monde. Vous voyez, là à ma place il ne serait pas à l'aise du tout. Par contre dans des cercles plus restreints, je vous l'ai dit tout à l'heure, il mène la conversation comme personne. Et il y a quelqu'un qui ne l'aime pas du tout, qui s'appelle le marquis d'Argenson, qui a laissé des mémoires où vraiment on sent qu'il n'aime pas le duc du Maine, mais il lui reconnaît une chose, il dit « Personne en France ne raconte comme le duc du Maine ». C'est-à-dire que vraiment, quand on est avec le duc du Maine, on passe un bon moment. Et ça pourrait être très important, parce que la femme du duc du Maine, donc cette fameuse duchesse du Maine, toute petite et charmante et insupportable en même temps, elle a décidé de créer une cour dans le château qu'ils achètent ensemble à Sceaux. Donc on va appeler ça la cour de Sceaux. Et là, elle organise des fêtes. Elle aime parler littérature. C'est elle qui lancera Voltaire, entre autres choses. C'est quelqu'un d'important quand même, la duchesse du Maine. Donc elle aime parler littérature, parler philosophie, parler mathématiques. Elle s'intéresse à tout. Elle ose, ce qui est invraisemblable pour une princesse à l'époque. Marie-Antoinette, ça se passera un petit peu plus tard. La duchesse du Maine, elle monte sur scène et elle joue du Molière, elle joue devant toute la cour, elle invite toute la cour pour être vue. Enfin, c'est quelqu'un de très narcissique et aussi au bon sens du terme, s'il peut y avoir un bon sens à ce terme, mais moi je crois que oui. C'est-à-dire qu'elle aime faire jaillir la lumière sur elle et de cette manière, elle anime énormément cette cour qui s'ennuie et elle crée une cour secondaire, donc à distance de Versailles, parce qu'on ne peut pas faire ça évidemment à Versailles, c'est un peu compliqué, il y a le roi et il y a Madame de Maintenon qui, elle, n'a pas envie trop qu'on fasse ce genre de choses chez elle, si on peut dire. Mais voilà, donc la duchesse du Maine, elle anime tout ça. Le duc du Maine participe un petit peu à ces divertissements. Il n'est pas sûr qu'en son fort intérieur, il approuve tout. Hein, je vous ai dit, il est très chrétien, il tient à ce qu'il y ait une certaine tenue. Mais il est quand même là et il participe aux conversations, etc. En revanche, ce qu'il aime, c'est souvent quand il y a des fêtes chez lui, on remarque que le duc du Maine, lui, se tient un petit peu à l'écart et il adore tout ce qui est solitaire. Il aime chasser, il aime méditer, il aime traduire des textes des pères de l'Église, les commenter. Enfin, voilà, on a plusieurs écrits de lui comme ça qui nous permettent d'ailleurs de mieux le connaître. Et c'est intéressant ce prince qui, dans une cour où il pourrait briller parce qu'il a les qualités pour, ben non, son choix, c'est d'être un petit peu en retrait. Au fil du temps, ça ne veut pas dire que Louis XIV ne compte pas sur lui. Louis XIV, il a conscience de ses défauts. Il a conscience que son fils, qui enfant était peut-être un petit animal de cour, devenu adulte, il n'est plus du tout ça. Mais Louis XIV, il comprend que c'est quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Et vraiment, il n'arrête pas de le traiter comme son petit préféré. Et ça, vous imaginez bien que tous les princes là, qui sont au-dessus en rang ne comprennent pas. Il y a une énorme jalousie, et notamment du duc d'Orléans, qui se développe contre le duc du Maine. Et donc, le duc du Maine paraît toujours protégé, si vous voulez. Même s'il fait des petites erreurs de temps en temps, le roi va rattraper ça. Et ça va bien se passer. Là où d'autres princes commettent des erreurs et ils se font
on leur demande de ne pas trop paraître à la cour pendant quelques mois, quelques années. Donc le traitement n'est pas tout à fait le même, même si le duc du Maine, étant prudent comme il est, commet sans doute moins d'erreurs qu'un duc d'Orléans, du moins dans cette partie de sa vie. Mais le roi, je vous l'ai dit, le roi va mourir un jour et il vieillit. Il vieillit, la fin du règne approche, et il y a une véritable hécatombe dans la famille royale, une hécatombe telle que parmi les descendants de Louis XIV, il n'y a plus que 2 petits princes. Un qui est son petit-fils cadet, qui, par tout un jeu d'héritage, que je ne vais pas expliquer là, qui est un peu compliqué, devient roi d'Espagne. Donc, de toute façon, il ne peut pas s'occuper de la France, a priori. Et l'autre petit prince qui reste, c'est un petit prince qui n'a que 4 ans. Et ça, c'est terrible, parce que ça veut dire qu'il va y avoir une régence. Et ça fait très peur, ça, à Louis XIV. Je vous l'ai dit, il a grandi sous la Fronde, donc on était sous la régence de sa mère, Anne d'Autriche. Et ça a été très compliqué. Le royaume a été à feu et à sang, tous les princes se sont révoltés, etc. Louis XIV veut surtout éviter ça au futur Louis XV qu'il a sous les yeux. Et donc, il va écrire un testament. Et dans ce testament, il va à l'évidence donner une place importante au duc du Maine. On ne sait pas trop. Les courtisans se posent la question. Ils savent qu'un testament existe. Ils savent que le duc du Maine a une bonne place pour une simple raison. C'est qu'au même moment que le roi écrit son testament, au même moment, il décide de faire du duc du Maine et de son frère, le comte de Toulouse, il dit « Dorénavant, ce seront des princes du sang ». Alors ça, c'est inouï. Dans la mentalité de l'époque, c'est inouï, c'est impossible. Un roi n'a pas le droit de créer des princes du sang. C'est très clair. On est prince du sang, NAIT, on ne le devient pas. C'est invraisemblable. Alors évidemment, c'est Louis XIV, donc on chuchote derrière les paravents, mais on ne lui dit pas tellement en face à Louis XIV qu'on n'est pas du tout d'accord avec ce qu'il fait. Bien sûr, il est bien renseigné, il sait que toute une partie de la cour, a fortiori les princes, a fortiori les ducs et pairs et les amis de Saint-Simon, sont hors d'eux. Mais Louis XIV a un but, et c'est vraiment de préparer la régence. Dans le testament dont je parlais, il y a 2 solutions en gros. Parce que évidemment, là, tout le monde joue au loto. Hein. Tout le monde se dit, il faut que je place mes mises quelque part, il faut que je me rapproche du prince qui sera mis noir sur blanc à une meilleure position dans le testament. Et il y a 2 solutions possibles, en gros. Soit Louis XIV va privilégier son neveu, le duc d'Orléans dont je parlais. Il n'a pas super confiance, je vous l'ai dit, en duc d'Orléans, qui est quelqu'un d'un peu compliqué, qui est pourtant quelqu'un d'absolument brillant, ça c'est indéniable, mais qui est quelqu'un qui a manqué de prudence à plusieurs reprises, et voilà. Donc ça peut être une solution, le duc d'Orléans. L'autre solution, ce serait de dire, mon petit-fils qui est devenu roi d'Espagne, il pourrait gérer la France en même temps, quitte à ce qu'il choisisse un délégué pour le faire. Et tiens, ce délégué, il faudrait qu'il soit sage, que ce soit un bon chrétien, que ce soit quelqu'un qui a à peu près les mêmes orientations politiques que Louis XIV, quelqu'un qu'on sait sérieux. Bref, il faudrait que ce soit le duc du Maine. Et ça, beaucoup de courtisans font ce calcul-là. Si c'est Philippe V, il y a de fortes chances que le duc du Maine ait un grand rôle. Mais on reste dans l'expectative. Et vous imaginez, on voit Louis XIV décliner encore. La tension monte, la tension est absolument atroce, puisque toutes les cartes vont être rebattues, quel que soit le choix de Louis XIV. Et Louis XIV s'apprête à mourir, il est dans sa dernière maladie, vous savez, il a cette jambe qui est en train de pourrir, et on sait qu'il n'en a plus pour très longtemps, et c'est sans doute un des moments d'ailleurs où il est le plus grand. Qu'on aime ou pas Louis XIV, son agonie, ces dernières semaines sont absolument invraisemblables de courage et de grandeur. On a cette personne qui souffre autant qu'on peut souffrir, je crois, et qui pourtant essaye encore de préparer la suite. Et donc il reçoit tout le monde. Il explique au duc d'Orléans qu'il lui a donné une bonne place, que c'est lui qui l'a choisi, que ce n'est pas le roi d'Espagne, mais qu'il lui demande de vivre en bonne intelligence avec les autres qu'il a choisis, parce qu'en fait, il a fait le choix d'une régence collégiale.
Alors ça aussi, c'est assez invraisemblable parce que ça n'a jamais marché, ou très rarement, mais en tout cas pas à l'époque moderne. Et le duc d'Orléans promet tout ce qu'il veut, tout ce qu'on veut. Hein. Il reçoit aussi le duc du Maine et il lui explique en gros que il lui a donné une place précise, qui est celle de s'assurer de la sûreté de Louis XV, c'est-à-dire qu'il reste bien vivant, c'est dire les craintes qu'on avait, parce que si Louis XV meurt, c'est le duc d'Orléans qui devient roi, par le jeu normal de succession. Donc voilà, ça c'est un petit peu compliqué. Et donc la sûreté d'une part, et l'éducation, parce qu'il estime que voilà, le duc du Maine étant intelligent, très cultivé, ça je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais il est très cultivé, hein, il traduit du latin autant que vous voulez, dès qu'il s'ennuie, il fait ça dans son cabinet. Enfin voilà. Donc il recherche cet équilibre. Le roi meurt, jour extrêmement triste, on est le 1er septembre 1715. Je vous montre, pardon, parce que j'ai oublié mes images. Ça, donc, c'est une allégorie. Je fais une petite pause, une petite parenthèse très rapide. Oui, très très rapide. C'est le duc du Maine en aîné, ici. Et donc, la duchesse du Maine que vous voyez ici, c'est une allégorie antique, voilà, qui représente la cour de Sceaux. Donc, pour vous montrer un petit peu le faste, évidemment, c'est une transposition à l'antique, hein, mais le faste qu'il faut transposer, donc, était à peu près de ce niveau-là. Et ça, c'est le duc du Maine, donc, qui est un petit peu vieilli. Là, il a à peu près 44-45 ans. Donc, vous voyez, les traits se sont un petit peu durcis. Donc voilà, là, on est au moment où, ça me permet de retomber sur mes pieds, c'est parfait, on est au moment où Louis XIV meurt. Et le lendemain, il y a une grande séance au Parlement où on va décacheter le testament. Et là, gros problème, c'est que autant le duc d'Orléans a réussi à tisser sa toile en gros, dans la dernière année du règne de Louis XIV, il est allé voir tout le monde, il a négocié avec tout le monde. Il a même probablement donné un certain nombre de pots de vin, y compris à des adjoints du duc du Maine. Il a extrêmement bien préparé son coup. Je vous l'ai dit, c'est un homme très brillant et c'est un politique. Voilà, c'est un politique. Il faut résumer ça tout simplement. À côté, on a le duc du Maine, qui a beaucoup trop de scrupules pour être un bon politique, qui veut faire ça dans les règles. À chaque fois qu'il a essayé un petit peu de pousser, évidemment par sa femme, qui lui disait « Bon, maintenant t'es gentil, mais si ton but c'est d'entrer à l'Académie française, tu vas peut-être y arriver. En attendant, c'est la Régence qui se présente là, donc tu vas faire un petit effort. » Donc le duc du Maine a fait un petit effort, il a essayé de voir des gens et tout. À chaque fois, ça n'a pas marché. Donc, ce qui se passe dans cette séance, c'est qu'on lit le testament, qui maintenant n'était plus très secret, et à la fin de la journée, le duc d'Orléans est régent de France et le duc du Maine est seulement surintendant de l'éducation de Louis XV. Vous me direz, c'est pas si mal, mais ça veut dire qu'il n'a plus la sûreté du roi dans son escarcelle. Donc c'est quand même nettement moins important. Mais ce qu'il garde et qui est très important, c'est donc cette éducation de Louis XV, qui veut dire qu'il sera au quotidien près du petit enfant Louis XV qui a 5 ans, et que sa première éducation va se faire auprès du duc du Maine sous sa supervision. Bien sûr, ce n'est pas le duc du Maine qui va lui apprendre à lire ou des choses comme ça. Hein. On est à un niveau très très au-dessus. C'est de l'ordre de la supervision. Mais en revanche, dans toutes les cérémonies, et parmi les cérémonies, évidemment, je compte le lever du roi, ce genre de choses, le duc du Maine a l'une des premières places. Là, il y aurait deux solutions. Il y a deux solutions. Soit le duc du Maine se dit, bon, puisque le duc d'Orléans est le régent, politiquement, on n'est pas d'accord du tout sur beaucoup de choses. Là, pareil, je ne vais pas développer, mais je peux, moi, essayer de défendre la ligne de mon père. Dire, voilà ce que mon père aurait fait, et voilà, du coup, ce que je défends. C'est le choix qu'il va faire. Donc, il va devenir un opposant un peu au petit pied, si vous voulez. C'est juste, quand le conseil de régence réuni, il va donner son avis et dire, voilà mon avis. L'autre solution, ça aurait pu être d'intriguer. Ça aurait pu être, pourquoi pas, de conspirer. Et ça, il y a quelqu'un que ça va beaucoup plus intéresser, vous me voyez un petit peu venir, c'est la duchesse du Maine. La duchesse du Maine, elle a tout ce qu'il faut pour ça. Elle est entourée d'auteurs brillants, je vous l'ai dit, dont à cette époque-là, donc Arouet, qui n'est pas encore Voltaire, est là. Et Arouet va se mettre à écrire des textes très durs contre le régent, en expliquant en gros, puisque le régent, je vous l'ai dit, est un homme à femme, etc.,
Il va expliquer en gros que le régent couche avec sa fille, tout simplement. C'est facile, voilà, ça a son petit succès dans Paris. Donc la duchesse du Maine, elle, va commencer comme ça. Et puis petit à petit, le duc du Maine étant plus protégé par Louis XIV, tous les princes du sang lui tombent dessus et lui font un procès en lui disant « Vous n'avez pas le droit d'être prince du sang. Nous devons annuler cet édit du roi qui vous a fait prince du sang parce que vous êtes un bâtard. » Et là, il va y avoir un procès qui va durer 2 ans. C'est une polémique absolument incroyable. Là, on est en période présidentielle, donc les polémiques, on connaît ça. Il faut imaginer une polémique comme celle, je ne vais pas en citer, comme celle qu'on a depuis quelques mois, mais qui durerait 2 ans. Donc c'est absolument insupportable pour les protagonistes, évidemment. Donc on envoie des libelles, des textes horribles, des vers, on se bat aussi à coups d'argumentaire juridique, etc. Et au bout de 2 ans, le duc d'Orléans, qui est bien content que tout le monde se dispute autour de lui, parce que lui, ça lui assure le pouvoir de manière beaucoup plus tranquille, il est très content que les princes du sang et les princes légitimés se disputent, c'est parfait, la voie est libre pour lui. Mais il doit finir évidemment par trancher, et il tranche en la faveur des princes du sang. À partir de là, le duc du Maine n'est plus qu'un rang intermédiaire. Il revient au rang intermédiaire dont je parlais tout à l'heure, mais magnanime, le duc d'Orléans, qui l'est toujours d'ailleurs, édicte que, en revanche, ils resteront traités comme des princes du sang. Donc on est dans une solution Mimi qui permet que tout le monde se dispute encore, hein. C'est parfait. Ça, la duchesse du Maine, elle ne supporte pas. Elle supporte pas, et c'est là où elle part vraiment dans une conspiration qu'on va appeler la conspiration de Cellamare, où on est à Nice, donc je devrais dire Cellamare, pardon pour mon accent qui est très mauvais, italien. C'était de l'italien. Donc le prince de Cellamare, moi je vais dire, pour ne pas me ridiculiser plus longtemps, le prince de Cellamare, c'est l'ambassadeur d'Espagne. Et l'idée de la duchesse du Maine, qui est une idée un peu branque, c'est pas très bien construit, elle décide de se mettre en contact avec l'Espagne pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une espèce de révolte en France qui fasse perdre le pouvoir au duc d'Orléans et que ça permette au duc du Maine de prendre le pouvoir sous l'aile du roi d'Espagne. Donc un peu l'autre hypothèse que je présentais tout à l'heure. Et donc là aussi on est dans du roman, et d'ailleurs je crois qu'Alexandre Dumas a écrit un roman sur cette conspiration. C'est parfait, parce qu'on voit la petite duchesse du Maine un peu naine là, qui se présente dans des jardins à l'ombre, clandestinement devant l'ambassadeur, il faut que personne soit au courant, ils s'échangent des textes, enfin bref, tout ça est complètement branque, parce que en fait, le régent est au courant de tout. Et tout ça finit très mal. Le régent commence d'abord par taper du poing sur la table à un moment où il a besoin, politiquement ça ne va pas, c'est très compliqué, il a des problèmes avec le Parlement, il a besoin de faire taire les oppositions, et donc il organise une séance surprise du Conseil de Régence, et lors de cette séance surprise, là pareil, Saint-Simon a laissé un texte absolument incroyable de cette séance. Le duc du Maine arrive donc pour la séance surprise, il était juste au courant que, enfin on ne l'avait pas prévenu évidemment, il arrive, et là le régent lui dit « vous feriez mieux de ne pas rester, vraiment mon cousin, ne restez pas ». Le duc du Maine ne sait pas trop quoi faire, il finit par sortir de la pièce, et heureusement qu'il n'est pas resté peut-être, ou peut-être qu'il aurait dû se battre, je ne sais pas. Le courage peut être dans un sens ou dans un autre, ça c'est une question de point de vue. Pendant cette séance, il perd même son titre de prince légitimé, il ne devient plus que duc et père. Donc il est réduit au niveau de Saint-Simon. Et là, Saint-Simon, qui est présent autour de la table, exulte. C'est-à-dire que dans son texte, il en parle comme d'un orgasme. Et il explique, vraiment, je n'invente rien, et il explique que le plaisir qu'il a à ce moment-là est plus grand que tout plaisir physique imaginable. Tout simplement parce que le duc du Maine est réduit à l'état de cendre, pas tout à fait, mais à un état assez faible. La duchesse du Maine, ça ne l'arrête pas. Elle continue sa conspiration et tout ça finit très mal. Quelques mois plus tard, le duc du Maine et la duchesse du Maine sont arrêtés et envoyés chacun dans une prison. La duchesse du Maine est envoyée à Dijon. Le duc du Maine, lui, est envoyé à la citadelle de Doulan en Picardie, où il va passer 1 an. Et ce que je ne vous ai pas dit, mais qui est important, c'est que d'après les indices qu'on a, le duc du Maine, lui, n'était pas du tout au courant de la conspiration de sa femme. Elle a fait tout ça, a priori,
derrière son dos. Donc évidemment, quand ils sont libérés au bout d'un an, parce qu'on ne pouvait pas détenir non plus pendant trop longtemps le fils de Louis XIV quand même, ils finissent par être libérés après que la duchesse du Maine a avoué tout ce qu'elle a fait, en d'ailleurs prenant soin, et c'est tout à son honneur, d'expliquer que son mari n'avait rien fait. Une fois qu'ils sont libérés, qu'ils reviennent à Sceaux et dans leur château de Clagny, le duc du Maine refuse de revoir sa femme. Et ça, pour elle, c'est insupportable. Pour la duchesse du Maine, quand elle veut quelque chose, en général, elle l'obtient. Et elle va faire feu de tout bois. Elle va voir tout le monde. Elle écrit à tous les amis du duc du Maine. Elle va même voir l'archevêque de Paris en lui expliquant, on ne sait pas exactement ce qu'elle lui a dit, mais c'est assez facile à deviner, en lui disant « Mon mari est un si bon chrétien que ça et il ne pardonne pas à sa femme ». Enfin voilà, toute cette coalition comme ça va faire que le duc du Maine, je vous l'ai dit, il craque un peu vite, et j'ai presque fini. Le duc du Maine craque un petit peu vite. Là, il va tenir quand même de longs mois, et ça ne va être qu'au bout de vraiment très longs mois qu'il finit par accepter de revivre avec sa femme. Et quand on connaît la duchesse du Maine, on peut se dire que là, le duc du Maine a vraiment pris sur lui et a réussi pour une fois à avoir un petit peu plus d'autorité. Qu'est-ce qu'il devient, le duc du Maine, après ça? C'est un peu compliqué parce qu'il est dans une situation pas très claire. Il a été innocenté et pourtant, on ne lui rend ni son rang, ni ses charges. Et ça, pour lui, c'est la pire des injustices. Et il va se battre. Et pareil, il se bat à la duc du Maine, c'est-à-dire l'efficacité n'est pas toujours extraordinaire parce qu'il fonctionne que par des canaux légaux et dignes. En politique, c'est pas toujours ce qui marche, et là, ça marche pas très bien, parce qu'en face, il a le duc d'Orléans, qui lui est un excellent politique. Le duc d'Orléans comprend parfaitement qu'il faut le faire lambiner le plus longtemps possible, et en même temps, jouer sur le conflit qui se recrée avec les princes du sang. Évidemment, tout le monde se met de nouveau à se battre en disant « Ont-ils le droit d'être des princes du sang ou non? Le duc du Maine peut-il occuper ses charges ou non ?» Tout ça, pareil, prend du temps, mais petit à petit, le duc du Maine va obtenir un certain nombre de choses. Pas assez à son goût, mais un certain nombre. Le duc d'Orléans meurt, on est en 1723. Qui prend le pouvoir? Un prince du sang, qu'on appelle Monsieur le Duc, et qui déteste le duc du Maine, qui est pourtant son neveu. On est en famille, tout se passe bien. Évidemment, il n'y a rien à espérer pour rétablir complètement son rang sous ce ministère-là. Il finit par être viré, il n'y a pas d'autre mot, par Louis XV, notre monsieur le duc. Et à ce moment-là, c'est le cardinal de Fleury qui va devenir principal ministre. Et le cardinal de Fleury, il aime plutôt bien le duc du Maine, parce qu'ils ont travaillé ensemble à l'éducation de Louis XV, donc ils se connaissent très très bien. Et le cardinal de Fleury va faire en sorte que le duc du Maine soit rétabli, lui et ses enfants, dans leur rang, dans un rang intermédiaire toujours. Ils ne seront pas princes du sang, parce que ça, c'était pas possible, on a bien compris, mais ils seront traités en princes du sang. Donc on arrive à un compromis à peu près acceptable pour la maison du Maine. Alors, c'est là que je sors ma carte rebondissement, parce qu'en fait, on a découvert, enfin c'est pas moi, c'est un historien du 19e siècle, qui a découvert une lettre de Louis XIV qui a été retrouvée dans les papiers d'une proche de Madame de Maintenon. Donc Madame de Maintenon est morte en 1719, à cette époque-là elle est morte. Et on a retrouvé dans ces papiers une lettre de Louis XIV à Louis XV. Et c'est un document très étrange qui est difficile à traiter. Et dans ce document, apparemment, Louis XIV demande à un maréchal de ses amis de donner à Louis XV, quand il aura 17 ans, donc en 1727, donc la date où il y a eu ce fameux rétablissement par le cardinal de Fleury. Ça va, vous me suivez? Louis XIV demande à ce que quand Louis XV aura 17 ans, que si jamais il était arrivé quelque chose au duc du Maine sous la Régence, ce qui veut dire quand même que Louis XIV n'était pas si dupe que ça, s'il était arrivé quelque chose à Louis XIV, il lui demandait instamment de le rétablir, lui et ses enfants. Et ce qui est très intéressant dans cette lettre à Louis XV, c'est qu'un tiers de la lettre concerne le duc du Maine, pour dire à quel point Louis XIV a aimé ce fils, à quel point Louis XIV l'a estimé, y compris en connaissant ses défauts, y compris en connaissance de cause.
Donc voilà, donc ça c'est un petit peu pour le petit rebondissement historique, dans l'historiographie en tout cas. Et ça c'est un document assez passionnant parce que c'est difficile de savoir comment le traiter. Je termine très vite. Sous Louis XV, une fois qu'il est rétabli, on ne sait pas trop à quel point le duc du Maine a un rôle politique. Parce que le duc du Maine, il fait à peu près ce qui lui plaît maintenant, c'est-à-dire qu'il vit un peu à l'écart de la cour. Il y paraît de temps en temps. Évidemment, on lui a redonné ses charges, donc il s'occupe de l'artillerie, tout ça très consciencieusement, etc. Quand on lui dit qu'il le fait mal, il est très très mécontent et il se bat pied à pied, il explique, il convainc assez souvent. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui redevient un bon commis de l'État. Mais voilà, il vieillit lui aussi. On arrive dans les années 1730, il est âgé et en 1735, donc il a 65 ans, et là il commence à avoir une douleur, quelque chose qui lui fait très très mal au niveau de la gencive. Et ce qui se passe est assez terrible. Il avait une espèce de douleur depuis quelques années là, il l'expliquait pas trop, il s'était fait arracher des dents, enfin bref, les techniques de l'époque pour essayer de s'arranger avec la douleur. On pense souvent à l'époque qu'une grosse douleur permet d'éviter une petite lancinante. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, en fait, la réalité, c'est qu'il est atteint d'un cancer de la face et qu'à partir de l'été 1735, je ne vais vraiment pas entrer dans les détails parce que je vous assure, quand on lit les textes qui racontent ça, c'est assez terrible. Et en fait, petit à petit, son visage est grignoté par le cancer, ce qui fait que petit à petit, il va évidemment disparaître de la cour, on ne le voit plus. Et là, il y a quelqu'un qui se révèle, c'est la duchesse du Maine, qui va vraiment être auprès de son mari, qui va même abandonner un certain nombre de ses fantaisies, de ses fêtes. Elle avait prévu de partir de longs mois au château d'Annette, dont elle a hérité. Elle renonce à ce voyage, elle reste auprès de son mari. Son mari commence à faire confiance à une espèce de charlatan qui a soi-disant un emplâtre miracle qui va le rétablir en quelques semaines, je vous jure, Votre Altesse Sérénissime. La duchesse du Maine n'y croit pas du tout. Avec sa volonté habituelle, la duchesse du Maine, évidemment, a étudié la médecine. C'est-à-dire que son mari est malade, elle se met à étudier la médecine. Et elle se met à voir les médecins, à voir le charlatan, à leur expliquer par A plus B que d'après ses connaissances, il n'est absolument pas possible qu'on le guérisse comme ça. Il faut faire ça. Elle a son avis sur tout. Mais elle est là. Elle est là jusqu'au bout. Et le duc du Maine finit par mourir en 1736, donc en mai 1736, je devrais le savoir quand même. Et donc il avait 66 ans. Ils ont eu 3 enfants, le duc et la duchesse du Maine, j'en termine par là. 3 enfants qui eux-mêmes ne vont avoir aucun enfant. Pourquoi ? Parce qu'il est très compliqué pour des princes légitimés de s'allier. Parce que leur rang, et la vie du duc du Maine l'a montré, leur rang peut être mis très haut et peut tout d'un coup retomber pour des raisons politiques et des raisons de conception politico-juridico-religieuse. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.